Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Je pensais que tout avait été dit, mais non. Tout n'a pas été dit, manifestement. Il en reste beaucoup à Fred Bastien à nous confier à l'émission. Et tu veux dire quelque chose? Ben oui, je suis en train de faire mon introduction, mais c'est correct, vas-y, man. Mais tu me dis de dire, donc j'ai dit. Ben, c'est parce qu'on veut te découvrir, Fred Bastien. Et donc, aujourd'hui, nous vous parlons, Fred Bastien nous parle de découvrabilité, ce mot valise, peut-être un peu, qui était un peu sur toutes les lèvres des bibliothécaires, là, si vous en connaissez quelques-uns. Ils sont très populaires ces temps-ci. Bref, la découvrabilité des contenus culturels francophones. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'il y a une consultation publique menée cette fois-ci par Québec. Là. Il y a eu pas mal de travail qui a été fait à Ottawa, mais là, c'est chez nous, in French. On s'en est parlé la semaine dernière, c'était au fédéral. Là, on plonge dans le côté provincial un peu plus, puis va-t-on avoir des résultats similaires? C'est intéressant. Et donc, Fred Bastien, juste pour poser la table, on te connaît comme l'espèce d'ambassadeur des jeunes, là, avec tes chemises fleuries et autres... J'espère qu'il apprécie ces jeunes. Et autres vêtements cool, mais tu es aussi, à tes heures, rappeur. J'ai acheté ça dans une pharmacie. C'est justement, c'est tout le normcorism là, dans sa meilleure incarnation. Mais tu es aussi rappeur, un peu poète, et donc je te découvre pamphlétaire aujourd'hui parce que tu as, dans le cadre de cette consultation publique, écrit un mémoire, donc, et c'est de ça dont j'aimerais t'entendre parler. J'ai fait pas mal de blagues un peu connes, mais parle-moi donc de ce mémoire et de cette consultation publique là, en termes plus sérieux. J'adore la démocratie. Okay. Puis, ça tombe bien, moi aussi. Je trouve ça extraordinaire qu'on peut, en tant que citoyen, s'inscrire dans cette démarche, hein, parce que là, le gouvernement s'intéresse à comment est-ce qu'on peut... Je comprends l'essence de ce qu'on essaie de faire, je pense. Je pense comprendre qu'on essaie de s'assurer que... Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Le Québec restera québécois autant sur Internet que dans les 150 prochaines années, 1000 prochaines années peut-être. Je pense que l'essentiel, c'est de dire, est-ce que la culture qu'on consomme nous ressemble? Est-ce qu'elle vient d'ici? Puis bon... Ça, je comprends. Rendu là, dans les méthodes, puis qu'est-ce qui est de la culture ou non, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Mais moi, je reviens à l'essentiel des recommandations, c'est-à-dire, si on essaie de faire un cadre législatif, faut pas mettre tous les géants informatiques dans le même panier. On sait que Netflix, c'est pas comme YouTube, puis Disney+, c'est pas comme TikTok, tu sais. Puis, deuxièmement, ben, je me dis, tant qu'à faire un gros ménage, ben, dans ce cas-là, si on croit vraiment que c'est la culture québécoise qu'on doit promouvoir, mais permettons au moins aux créateurs numériques d'avoir les mêmes avantages fiscaux que l'industrie de la télévision, par exemple. Mais évidemment, il y en a qui aiment pas trop cette proposition. Pourquoi pas? Ben, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose à perdre. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Parce que là, c'est des crédits. Là. Je ne donne pas à personne de l'argent gratuit. Là. Ben, non, mais en tout cas, l'économiste te dira un crédit, c'est de l'argent qui est pas reçu. Là, tu comprends? Puis tout à fait. Si moi-même qui fais n'importe quoi, j'ai un crédit d'impôt, il faut tirer la ligne à quelque part, right? Oui, mais dans ce cas-là, si on s'inquiète de la découvrabilité des contenus sur Internet, selon moi, le meilleur moyen de remédier à ça, c'est de s'assurer qu'ils peuvent être bien produits. Puis donc, pour le faire, on devrait s'intéresser plus au financement, à l'organisation, à l'accompagnement des créateurs numériques, à leur permettre, comme d'autres industries, là, d'être un vecteur pour l'économie québécoise au complet et pour notre patrimoine et notre culture. Puis qu'on y aille, encore une fois, avec la carotte et non le bâton. Si on veut que les Québécois consomment du contenu québécois sur Internet, ben assurons-nous que ceux qui sont déjà sur Internet, en ayant du succès à rejoindre les Québécois, puissent le faire encore mieux. Ou au moins, servez-vous de ce qu'on a appris dans les dernières années pour faire cette transition-là, vous aussi. Je t'entends pleinement, Fred Bastien. Je te pose une réflexion, là, puis évidemment, qui est à moitié achevée, là, mais il y avait un système dans lequel il y avait quelques heureux élus, là, right? Comme exactement. Les producteurs de films, de séries télé. Très hiérarchique. On peut en nommer 10, puis ils vont couvrir 75% de la production des 10 dernières années. Puis bon, c'était une fabrique un peu à millionnaires, là, mais bon, là-dessus, passons. Avec de l'argent public. Avec de l'argent public, mais ça reste... on pouvait cibler, dire toi, puis toi, puis toi, puis toi. Vous êtes Québécois, ça l'est pas assez. C'est ça, exact. Puis là, ce que tu proposes, puis encore une fois, je la pense entre la racontant, mais tu me dis c'est n'importe qui avec un Kodak, là, grosso modo. Bon, je pense que dans sa chambre à coucher, qui se maquille, c'est de la culture. Là, c'est la première chose qui me vient en tête. Je fais la version cheapette, là, un peu. Là, mais... Dans mon mémoire, puis c'est intéressant parce que je l'ai pas encore déposé, puis c'est encore un work in progress. C'est bon, je suis content qu'on puisse écrivez-nous vos commentaires. On va mettre le Google Doc public à tous les auditeurs
auditeurs. Il est en view only, c'est pas pour rien. Je peux même pas prendre vos commentaires. Cependant, j'ai comme l'impression qu'il a déjà circulé un peu sur Internet. J'ai reçu des drôles de messages depuis que je l'ai envoyé ici. C'est peut-être de moi, peut-être pas de moi. Mais nobody knows. Je suis content de savoir que ça fait déjà son chemin. Ouais. Je pense qu'un point important, c'est de spécifier qu'est-ce qu'un créateur numérique professionnel. Okay. Je pense que c'est là la distinction. C'est comme les journalistes, mettons? Ben, là, je n'ai pas fait de bac en journalisme. Non, là, mais je justement, ne peux pas décider. Mais attends, parenthèse. Ouais. Je ne suis pas moi non plus journaliste. J'ai pas étudié là-dedans. Je fais de la chronique à la radio. J'anime cette émission. Mais j'ai toujours eu de la misère avec cette notion de professionnel, parce que je ne me considère pas comme un journaliste professionnel, puis je fais pas partie de la FPJQ, puis tu sais... La raison pourquoi je dis ça... dire je vais réserver certaines actes et certains droits aux professionnels, la seule raison pourquoi... D'un point de vue philosophique, je suis tellement de ton côté, là, parce que je pense que pour à peu près tous les autres éléments en lien avec cette espèce de titre, je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas être élitiste, il faut être inclusif, mais puisque je propose des crédits d'impôt, parlons de la SODEC carrément, évidemment, on commencera pas à dire si tu fais 2 vidéos YouTube par année, tu as soudainement des crédits d'impôt incroyables, puis là, ça va virer le fisc à l'envers. Mon but, c'est pas de nuire au système. Mon but, c'est d'essayer de l'améliorer. D'améliorer notre culture québécoise, puis de faire que notre industrie fonctionne bien. Puis, tu sais, moi, là, mon rêve, c'est que les gens qui trouvent l'industrie traditionnelle difficile présentement voient les nouvelles opportunités dans l'industrie numérique, puis réussissent à recycler leur emploi, leurs idées, leur culture. On a quand même parfois l'impression que de faire de la télé, UDA, Normes Production, FMC, SODEC, Patente, je disais que c'est une fabrique à millionnaire, c'était pas pour casser du sucre sur le dos, mais c'était quand même, c'est bien payé. Si tu y accèdes, là, si tu franchis le Rubicon... On en a parlé aussi. Oui, mais où l'argent va-t-il? Est-ce que c'est vraiment dans les poches des artistes et des artisans? C'est plus compliqué. Dans ce système-là, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, puis je veux pas, encore une fois, l'inverse, c'est pas vrai. T'en as une tralée de YouTubeurs, Instagrammeurs qui crèvent de faim, là, tu comprends, comme je veux dire. Oui, mais il y en a aussi qui gagnent extrêmement bien leur vie. Mais comme on disait à l'époque, c'est échanger des dollars analogues pour des pennies numériques. Penses-tu vraiment que l'avenir de la télé québécoise, c'est d'être sur YouTube et TikTok? Et vice-versa. Moi, je pense que ces deux éléments vont fusionner. Non, complètement. Moi, je rêve d'avoir des entrevues de Lisanne Nadeau et de Véronique Cloutier, là, autant sur Internet qu'à la télévision. Radio-Canada puis à Cube Radio. Ouais, bon, là, c'est sûr qu'on faut pas être un peu naïf, mais mon point, c'est quand même que... présentement, je suis pas partisan ni pour un parti politique, ni pour une boîte ou un autre. Là, peut-être que je le deviendrai un jour, mais pour l'instant, j'essaie de trouver des solutions. Puis, je l'entends, l'anxiété des personnes qui ont peur que le Québec disparaisse. Puis moi, je dis non seulement je suis pas inquiet, mais en plus, je pense que ce que vous voyez comme une menace peut être un outil. Puis c'est ce que j'essaie de passer dans mon mémoire. Puis peut-être que justement, c'est un peu lancer un pavé en disant non seulement vous devez arrêter de nuire aux créateurs numériques, mais vous devez les aider en leur donnant des crédits d'impôt. Mais je le pense vraiment. Je pense vraiment que notre culture bénéficierait de ça. Puis certainement notre industrie. Puis encore une fois, on va faire un parallèle avec le FMC au fédéral, là. J'ai hâte de voir les résultats du programme pilote de création numérique, mais j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, j'ai déjà pris quelques niveaux de professionnalisme de l'industrie de la production traditionnelle davantage, et je vois certains collègues aussi. Donc ça, c'est pas pour une bouchée de pain, by the way, là. Je veux dire, je sais que tu m'as déjà dit que pour toi c'était beaucoup d'argent, mais à l'échelle du Fonds des médias, c'est après la virgule quasiment. Oui, vraiment, exact. Programme pilote. On parle de quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars contre un fonds de centaines de millions. Un maximum de 20 000 $ si le créateur investit lui-même 7 000 $. Ça serait le maximum. Puis bon, ça semble beaucoup 27 000 $. Mais pour un gars qui fait des vidéos YouTube pour 20 $ depuis 10 ans, c'est énorme. Parce que justement, je me sens à armes égales avec la télévision. Là, je peux avoir un ou une vraie caméraman, puis je peux m'installer dans un contexte où je peux faire quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on voit quand on est subventionné par le gouvernement. Oui. Puis là, on va être à armes égales, puis là, on va pouvoir réussir, selon moi, à trouver les meilleures solutions possibles pour que cette industrie-là continue d'exister, mais surtout qu'on puisse continuer d'écouter ce qu'on fait ici. Tu tires une ligne, puis c'est là que c'est peut-être pour finir que je voudrais que tu m'expliques entre, mettons là, t'as ton projet à toi, l'argent du FMC, tu me parles de crédit d'impôt, donc, mettons, on va se dire, plus d'argent, c'est de la meilleure prod, là, ultimement, ça fait de la meilleure télé ou de la meilleure vidéo. C'est ce qui permet de matcher la production value des Américains et des Français.
Ouais, mais on en reparlera une autre fois. Mais mettons, tu fais un lien entre ça, puis on a commencé la chronique avec découvrabilité. Ouais. Puis j'aimerais te challenger un petit peu, parce que l'Internet est plein de choses à bonne valeur de production, avec un bon éclairage que personne ne regarde jamais. Ben oui, constamment. Mais bonne valeur de production ne veut pas nécessairement dire bonne valeur d'éclairage. Bonne valeur de production peut vouloir dire j'ai engagé 3 recherchistes, j'ai des vrais journalistes, j'ai fait du fact-check. Valeur de production peut vouloir dire j'ai réussi à voyager, à me rendre sur place pour aller faire mon reportage en personne. Valeur de production veut vouloir dire un paquet d'affaires. Puis la raison pourquoi je dis valeur de production, c'est qu'on sait que sur Internet, puis moi, je pars jamais aussi dans mes recommandations de gens qui commenceraient. Là. Moi, c'est comme les programmes qui servent l'industrie traditionnelle, c'est pour aider des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Ouais. Donc, si des gens qui, avec littéralement 6$ réussissent à rejoindre des millions de personnes, c'est même pas une blague, des millions de personnes, mais si on leur donnait 60$, si on leur donnait 600$, est-ce qu'on serait capable d'aller chercher encore plus de personnes? Et je dis pas que ça va être une corrélation proportionnelle directe, sauf que sur Internet, quand tu réussis à accrocher la personne 6 secondes de plus, ben l'algorithme va le montrer à plus de Québécois et Québécoises. Mais je te repose ma question. Ça peut être suffisant, un bel éclairage pour regarder 6 secondes de suite. 6$, des millions de personnes, 6 millions de dollars, des fois... Personne, 22 absolument. Personnes. Exact. Donc, je te repose ma question, pourquoi est-ce que... Puis tu sais, je suis un économiste, là, tu parles pas... Mais tu fais la... Je pense pas à la bonne personne. Je comprends, mais... C'est ton show, c'est ton émission, ça. T'es fatigant. Tu fais l'adéquation entre la valeur de production puis la découvrabilité. Et moi, ce que je te dis, c'est que peut-être qu'il n'y en a pas. Parce que 6$ des millions, 6 millions de dollars, personne, comme... Des fois, c'est l'inverse, plein de productions. C'est justement la solution à ce problème que je trouve tout à fait rationnel. Comme je te dis, c'est que tu prends des gens qui... C'est comme une start-up. Tu sais, quand le scale, tu comprends le concept de comment traduire en français, le passage à l'échelle. Mais si cette personne-là, ça fait des années qu'elle a réussi à rejoindre un nombre croissant de personnes, avec puis elle fait ses preuves. Ouais, exact. Ben, c'est à elle qu'on va donner la chance d'aller rejoindre plus de gens, plutôt que de dire, regardez, on a investi X millions dans ce show-là que personne ne regarde. Malheureusement, ça existe. Là. Moi, des fois, m'en nommer, s'il te plaît? Non, mais des fois, je fais un tour dans les chaînes spécialisées, puis je me dis, mon Dieu, qu'il y a de l'argent public là-dedans. Tu sais, je finis avec une dernière affaire. Moi, j'ai entendu qu'en France, là, dès qu'il y a $1 d'argent public dans ton émission de télévision, elle s'en va directement gratuitement sur YouTube. Ça, là, imaginez si on avait fait ça. Ça veut dire là, que c'est... Je vais donner des exemples externes, mais c'est 15 ans de reportage public, découverte. Je donne un exemple d'un autre exemple à Radio-Canada. Ça serait 15 ans de découverte gratuitement sur Internet. Ça serait 15 ans de niche où on aurait pu avoir des millions d'abonnés juste pour des sous-sujets de une émission de télévision. Puis je pense que c'est la même chose au privé. J'ai souvent donné l'exemple de Musique Plus. Imaginez-vous si, à l'époque de Musique Plus, j'ai travaillé à Musique Plus, j'étais assis, je l'ai mentionné souvent, j'étais assis à des meetings en 2011 et je disais pourquoi les VJ sont pas sur YouTube. Là. Moi, je me battais pour moi faire des vidéos YouTube pour musiqueplus.com. Ça fonctionnait au même moment que Cynthia Dulude, qui a maintenant plus de 2 millions d'abonnés, partait sa chaîne YouTube. Je disais pourquoi Shelly a pas sa chaîne? Pourquoi est-ce qu'on fait pas des vidéos avec Reg sur le YouTube du musiqueplus.com? Et je me faisais répondre, on va perdre nos abonnements câblés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez quand même perdu vos abonnements câblés. Puis Shelly n'était pas sur YouTube. Et on peut pas trouver ce qu'on est là Musique nulle part. Existe plus. C'est mort d'ailleurs, hein? Exact. Y a-tu des bobines à quelque part dans un sous-sol humide où est-ce qu'on pourrait retrouver ça? Oui, je t'en parlerai hors d'onde avec plaisir, mais moi, je crois encore à un projet où cette marque pourrait exister. Je pense qu'encore une fois, avec une vision numérique, une vision de passage à l'échelle graduelle, une vision agile, c'est pas impossible que cette marque pourrait être rentable. Mais ça prend des gens qui sont passionnés puis qui sont prêts à le faire en mettant du travail dedans, pas en s'attendant que soudainement on va faire beaucoup d'argent parce que on est habitué de faire beaucoup d'argent. Il est le porte-parole de la jeunesse, l'oracle du numérique à venir. Chers amis, Fred Bastien, merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'ils m'aiment les jeunes. En tout cas, moi, je les aime. On t'aime beaucoup, nous aussi. J'aime les vieux aussi. J'adore tout le monde. À demain. Demain. Oui. On continue ça demain. Je pense qu'il y a encore? On n'a comme pas fini. On va parler des États-Unis aussi éventuellement, mais j'en parlerai avec plaisir. Avec plaisir.